En gros, on est en train de donner un sens à de l'invisible. Et je ne sais pas si vous avez vu un ouvrage qui s'appelle Le Citoyen de verre. C'est pour dire que tout ce que nous faisons les pieds, si vous allez avec Internet chercher quelque chose, vous savez que si vous avez, moi j'ai des livres de philo, quand je cherche un mot, on revient directement par la philosophie. Alors que ce n'est pas forcément de la philosophie que je recherche. Ce qui veut dire que le moteur de recherche filtre ce que je suis. Je suis fiché partout en gros. Je suis identifié partout. Je suis donc ce citoyen de verre transparent à tous, et en même temps, paradoxalement, je n'ai pas accès à tout. Donc tout ce que je ne vois pas, mais dont je ressens les effets, finalement, il faut que je lui donne une densité, une sorte de texture, et il faut que je l'interprète. Et donc, en quelque sorte, je crois que c'est ça aujourd'hui qui alimente peut-être aussi le fantasme du complot, c'est l'idée que tout ce qui est invisible, imperceptible ou impalpable, est forcément, la nature a horreur du vide, est forcément rempli d'un sens qui est surajouté par une intelligence, plus ou moins orientée par son point de vue personnel, une paranoïa, un fantasme, ou au contraire, une sorte de sérénité, comme quand en philosophie on ne voit pas de complot, mais plutôt on voit des stratégies et des mises en place qui ont une efficacité. Donc vous l'avez compris, l'enjeu de l'impalpable, de l'invisible, dans un monde où on veut tout voir, tout définir, dans un monde où on nous matraque d'images, y compris d'images véhiculées par des médias qui veulent orienter nos pensées, eh bien, ça veut dire qu'on est dans un monde de la doxa, de l'opinion. Pour moi, c'est de l'opinion. On n'est pas sorti d'un monde de la caverne dans lequel on a affaire à des fantasmes d'images, et à partir de ces fantasmes d'images, nous essayons de revenir à des archétypes. Le philosophe va vers les archétypes créateurs de la vie, et puis celui qui a des problèmes, entre guillemets, avec le monde, voit des archétypes qui renvoient du fantasme de complot, et s'imagine que partout, il y a une orientation bien définie par l'espèce de force obscure qui serait à l'œuvre dans la totalité du monde. Voilà, j'ai dit en gros ce que pense la philosophe. Maintenant, je vais vous laisser la parole, pour voir si vous voulez un peu échanger sur ce qu'on a dit chacun. Merci. Le problème avec les complotistes, c'est qu'en général, ils sont tristes. C'est pas des gens gays. C'est pas des gens qui ont lu, surtout. En règle générale, ils sont graves, ils sont sérieux, ils croient de façon inconditionnelle à ce qu'ils inventent, à ce qu'ils imaginent. Et tout à l'heure, je parlais effectivement d'espèce de village global de vision. Le problème des courants complotistes, c'est que quand ils vont aller sur Internet, contrairement à ce qu'on croit, ils ne vont pas trouver le contraire de ce qu'ils cherchent. Ils vont trouver exactement ce qui correspond à un fantasme. Je vous donne un exemple. Vous prenez du donné. Si vous êtes contre du donné, vous trouverez 300 sites qui sont contre du donné. Vous marquez contre du donné. Et quand vous aurez fait le tour, vous êtes convaincu que vous êtes dans la bonne voie. Si vous êtes pour, vous avez pour du donné, vous trouverez 300 sites qui sont pour donné, vous sortirez de là, et vous serez convaincu de la toute-puissance de votre analyse, de votre pensée, et pour autant des termes, de votre opinion. Donc aujourd'hui, cette fameuse horizontalité de la culture, cette fameuse, je dirais, intemporalité de la connaissance, parce qu'on peut l'avoir à n'importe quel moment en tapant sur Google, elle ne nous apporte pas une intelligence supplémentaire. Elle nous apporte au contraire une sorte, je crois, de confortage de nos opinions, et malencontreusement, quand nos opinions sont erronées, plus personne n'est là pour le dire. Vous voyez ce qui s'est passé. On est passé d'une connaissance de la verticalité, avec quelqu'un qui savait et qui transmettait, à une connaissance de l'horizontalité, avec je pioche ce que je sais déjà, mais je n'apprends pas plus. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que quand vous discutez avec ces gens, en rencontre, on est frappé par leur tristesse, on est frappé par le fait qu'ils vivent dans un monde clos. Mais ce n'est pas la clôture du paradis, c'est la clôture d'un enfer personnel où les mêmes choses se répètent tout le temps. Et pourtant, le complot peut être drôle. Parce que si on l'aborde du côté de l'imposture, de la mystification, il y a quand même des faux complots qu'on connaît très bien, et qui ont très bien marché, et qui ont fait rigoler leurs auteurs pendant un certain temps. Bon, je ne rentrerai pas sur Rennes le Château. Vous savez qu'on est parti de curé qui va trouver un trésor pour finir avec la descendance du Christ. Et je vous assure que la tête du maire, je connais bien Rennes le Château parce que j'y vais très souvent, à qui on demande régulièrement où est la maison de Marie-Madeleine, il a quand même du mal à s'en remettre. Et il en veut peu, même si ça fait la fortune de sa commune, à
l'inénarrable Plantard de Saint-Clair, au grand Gérard de Sèvres, grand joueur devant l'Éternel, et qui ont monté un mythe absolument colossal, qui fait qu'après Dan Brown, c'est fini, on ne peut plus s'en sortir. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que quand on regarde la biographie des gens qui ont travaillé sur Rennes le Château dans les années 60, on trouve beaucoup de Belges marqués par le surréalisme, des Français marqués le surréalisme. Personne ne s'est posé la question, ces gens comme Perret et compagnie, qui se soient tout simplement amusés, qu'ils aient eu envie de rigoler. Sauf que maintenant, quand vous abordez, il y a 842 livres sortis sur Rennes le Château. Chacun avec sa théorie. Entre parenthèses, chez le bouquin, on prend à 88% ce qui est dit après, on rajoute 2%. Généralement, ça s'intéresse, et ça continue. C'est de l'autogestion. C'est Tito à la mode Rennes le Château. Mais quand vous discutez avec eux, si vous leur dites, attendez, les mecs, c'est aussi une gigantesque blague, c'est rigolo. Ah non, c'est pas une blague du tout. Premier cas. Deuxième cas, Léo Taxi. Un des fondateurs d'un anti-maçonnisme contemporain. Léo Taxi, c'est le même type qui a expliqué à des centaines de milliers de Français que les francs-maçons sont réunissés en loge, qu'il faisait apparaître le diable, que le diable apparaît sous une forme de crocodile, qui portait un rôle de forme et qui joue du piano. Il a reçu les félicitations du pape de l'époque. Bon, moi, ça me cause quand même un léger problème. Ce qui me cause un léger problème, c'est de jamais avoir le diable sous forme de crocodile. Ça, je suis très déçu. J'ai l'impression de faire un article où je suis rentré en franc-maçonnerie. Mais quand vous regardez la biographie de Léo Taxi, elle est fascinante. Il a commencé jeune journaliste à Marseille en expliquant qu'il y avait des requins. Pendant 4 jours, plus personne n'est sorti du port. C'est l'origine de la sardine qui bouge au port de Marseille, c'est lui qui a commencé ça. Et vous savez comment il a fini sa carrière? Il a fini sa carrière, après avoir raconté tout n'importe quoi sur la franc-maçonnerie, il a fini sa carrière en Suisse en expliquant que le palais de Jules César est un lac de Genève qu'il fallait le vider pour le trouver. Personne s'est penché sur le fait que vous êtes un gigantesque caviar, Léo Taxi est réédité systématiquement et extrêmement présent sur la toile. Dernier cas, Umberto Eco. Le pendu de Foucault. Moi, je suis assez proche de ce livre, je ne pense plus qu'on puisse raisonnablement se battre contre les tenants du complot. Parce qu'ils sont dans leur monde, ils sont dans leur sphère, et leur sphère ne reflète qu'eux-mêmes. En revanche, la fiction a un rôle à jouer. Et je vous invite tous, moi, à lire, ceux qui ne pas mes bouquins, mais à lire Le pendu de Foucault de Umberto Eco, parce que le système est merveilleusement montré. Vous avez 3 études en italien. Après les 68, un petit peu gauchistes, donc les ont dit que ça ne marchait pas, et ils sont engagés dans une maison d'édition spécialisée en ésotérisme. Bon. Et là, ils voient un jour un colonel italien qui leur explique que le trésor des Templiers, lui, il sait où il est. Bon, c'est le numéro 433, parce que tout le monde l'a trouvé, même moi. Et il leur dit, voilà, ce trésor est à Provins, des souterrains. Provins. Il a été trouvé, je suis dans la famille de celui qui a trouvé le château, j'ai trouvé un bouquin à l'intérieur, et là, le bouquin, il y avait un texte d'Immaticato, qui rappelle beaucoup le texte d'Immaticato de Rennes le Château. Et donc, j'arrête ceci, j'ai tout un tas de trucs, il dit, je l'ai décrypté, et ça donne l'entrée du trésor des Templiers. Malencontreusement, le type sort de l'éditeur, absolument exalté, se fait renverser dans une voiture. Et là, tout se met en place parce que ces 3 jeunes gens ont la malheureuse idée de se dire on a un truc, on va faire un canular dessus. Et ils montent une fausse société secrète détenteur de ce papier. Sauf que le drame, bien évidemment, c'est qu'on les croit. D'abord on les interroge gentiment, ensuite on les suit, ensuite on les persécute, ensuite on les torture, puis après on les bute. Jusqu'au moment où le dernier qui reste, revenant sur le papier qui a été trouvé soi-disant en Provins, le lit, et tout à coup s'aperçoit de l'évidence, c'est une liste de courses. C'est pas du tout un truc à la base. Et tout le roman est basé sur ça. Je crois qu'on devrait aujourd'hui démythifier le complot par l'ironie. Donc j'attends un jour où le livre ou le film qui se moquera, je dirais avec joie, de tous ces complotistes de tout poil. Je pense que même si ça arrivait, on dirait que c'est un complot dans le complot. Je crois qu'il y a un rapport qu'il faut souligner dans tout cela, c'est le lien permanent à la fantaisie. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui les films qui
interpelle, une lecture qui interpelle, on retrouve toujours la même chose. Un livre sacré, ou un livre qui contient un mystère, un secret, des éléments épars, donc il faut retrouver les personnes qui peuvent éventuellement en parler. Il y a toujours un serment, il y a toujours une créature dans notre monde, alors soit c'est un dragon, parce qu'on peut prendre aussi toute la lecture pour la jeunesse. Hein. Il y a tout un côté aussi un peu sanguinolent, voire baroque, avec des accoutrements particuliers, diaboliques. Il faut un peu de ça aussi parce que ça fait peur, ça crée de la fascination. Et puis la créature qu'on va inventer, bon, moi j'adore l'idée du crocodile parce que c'est notre Léviathan de Thomas Hobbes, c'est rien de plus. Et ce Léviathan, on le retrouve aussi dans la Bible avec le Béhémoth. Donc quelque part, on revient toujours à ces animaux sacrés, pseudo-dangereux. On joue sur les éléments, soit ils crachent du feu, soit vous envoie la pluie, soit vous envoie des mares de sang, je sais moi. Donc on joue toujours sur ces espèces d'éléments fondateurs de nos sociétés, qui constituent le mythe, qu'on réinvente à chaque fois. Et l'homme recherche toujours le mythe, et pour peu en plus qu'il ait une sorte de, je citais tout à l'heure de paranoïa, mais si vous lisez la théorie du conflit dans le regard chez Sartre, vous y êtes, hein. L'autre vous regarde en permanence de travers, le regard qu'on porte sur vous n'est jamais le bon, ce n'est pas quand des yeux vous regardent qu'ils vous voient, enfin, c'est toujours assez problématique. Mais tout ce rapport-là, c'est toujours la fantaisie, c'est toujours ce que ça génère comme illusion. On est toujours dans des morceaux qu'on veut rassembler, parce que finalement, on n'a pas l'intelligence de dire non, c'est faux, mais pour le jeu, c'est-à-dire pour le plaisir de voir le film, je vais faire semblant d'y croire. Et là où ça devient problématique, c'est quand l'opinion, ce qui relève donc de quelque chose de complètement infondé, devient certitude. Et à ce moment-là, on ne veut pas chercher la vérité au sens de la chose qui serait adéquate à ce secret. On va vouloir entrer dans un bon vieux principe d'aletheia, c'est-à-dire le deuxième sens de la vérité en grec. En philosophie, l'aletheia on adore, c'est le dévoilement. Donc la vérité, toujours sous les strates des bandelettes, il faut trouver la vérité. Mais imaginez pour celui qui est dans une théorie du complot, l'aletheia c'est fabuleux. Plus on enlève, plus on trouve des indices, plus on alimente son espèce de folie, comme on pourrait dire chez Erasme. L'âge de la folie qui fait que vous cherchez encore, et puis on vient de vous donner du grain, il faut continuer. Et c'est vrai que quand on veut chercher sur Internet, dans le sens d'une thèse ou d'une autre, oui, tout ça, ça veut dire qu'est-ce qui manque? Un esprit critique, la possibilité.